Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je vous salue et je vois le professeur Khalifa Kadram. Je vous salue, Mamba, qu'on puisse le faire en plusieurs étapes, en plusieurs lives. Mais on va essayer de prendre le temps nécessaire quand même de pouvoir écouter quand même le plan technique. Et c'est un calcul de l'ISA aussi, c'est extrêmement important. Deuxième élément, on va parler du retraitement fiscal des charges et du retraitement. Mais ces deux points seront évoqués tout à l'heure. Mais l'IS, comme on l'a dit, c'est un impôt direct assis sur les résultats réalisés par les sociétés. Mais qui doit payer l'IS? Donc ça nous amène à parler du champ d'application. D'abord, ce qu'il faut comprendre, l'IS est payé par toutes les entreprises qui réalisent des bénéfices au Sénégal. L'impôt sur le bénéfice, qui réalisent des bénéfices au Sénégal. Maintenant, ça, c'est le principe même que la réforme de 2004 a éclairci pour dire que tous les bénéfices provenant des entreprises exploitées au Sénégal doivent être imposés à l'impôt sur les sociétés au Sénégal, à l'exception convention fiscale. On sait que le Sénégal a en fait beaucoup de conventions fiscales. Et lorsqu'il y a convention fiscale, le principe peut s'infléchir. Ce principe-là peut s'infléchir devant l'existence d'une convention fiscale. Parce qu'on sait que les conventions dûment signées et ratifiées ont une plus forte que la loi interne. Donc a priori, la provenant des entreprises exploitées au Sénégal doivent être imposées au Sénégal. Principe d'une convention fiscale. Et par exemple signé avec le Luxembourg, etc. Je ne sais pas si un paradis fiscal, peut-être c'est important de le préciser, est caractérisé par 4 éléments. 4 éléments caractérisent un paradis fiscal. Ça a été développé par l'OCDE après les scandales de LuxLeaks et des Panama Papers. Un paradis fiscal est caractérisé par 4 éléments. C'est un pays à fiscalité nulle ou très faible. C'est un pays qui n'a pas un cadre légal de lutte contre un pays qui favorise aussi ce sont des pays qui ne collaborent pas en matière d'échange d'informations. Donc, signer une convention fiscale avec un paradis fiscal, c'est très dangereux. Aujourd'hui, pour être simple, parce qu'on a dit qu'en réalité, tout bénéfice provenant d'entreprises exploitées au Sénégal doit être imposé au Sénégal. C'est ça le principe. Mais ce principe peut encore s'infléchir devant l'existence d'une convention fiscale. On signe une convention fiscale avec un paradis fiscal. Je donne un exemple. Qui veut exploiter, par exemple, l'or de Sabodala. Au lieu de créer une société de droit chinois ou une société de droit sénégalais, qu'est-ce qu'il va, par exemple, aller en île Maurice, sachant que l'île Maurice a signé une convention fiscale avec le Sénégal de non-double imposition, c'est-à-dire que toute entreprise immatriculée en île Maurice et qui fait une exploitation au Sénégal ne paye pas l'impôt sur les bénéfices au Sénégal. Donc, moi, en tant que Chinois, je vais créer ma société en île Maurice, je viens au Sénégal, je réalise un bénéfice de centaines de milliards. Comme qu'il y a la convention fiscale, je ne paye pas l'impôt sur le bénéfice au Sénégal, et je retourne en île Maurice. Le taux d'impôt sur les sociétés est nul là-bas. Donc, ce Chinois ne paye pas l'impôt sur les bénéfices au Sénégal, ne paye pas l'impôt sur les bénéfices en île Maurice. Et ça crée l'évasion. Parfois, c'est très dangereux pour les pays. C'est pourquoi, encore une fois, c'est très dangereux de signer une convention fiscale avec. Ça aussi, j'ai insisté sur ça. Et que il faudra comprendre, tout bénéfice réalisé au Sénégal doit être taxé à l'IS au Sénégal. Mais ce principe peut s'infléchir devant le fait que cette société est d'office assujettie à l'IS. Ce sont des sociétés civiles qui font une activité lucrative, industrielle, commerciale.
Ces sociétés-là, quelle que soit par ailleurs leur forme juridique, l'activité fait que ces sociétés doivent obligatoirement payer l'impôt sur les sociétés. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est de l'assujettissement selon un critère matériel. Il y a l'assujettissement selon un critère organique. Selon un critère organique. Il y a les sociétés maintenant, quelle que soit par ailleurs l'activité, la forme juridique fait que la société doit obligatoirement payer l'IS. C'est, par exemple, les sociétés de capitaux, c'est-à-dire les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée. Ces sociétés-là, quelle que soit par ailleurs l'activité, la forme juridique fait que ces sociétés doivent obligatoirement payer l'impôt sur les sociétés. On les appelle les assujettis selon un critère organique. Le critère organique ici, c'est la forme juridique. Le premier critère, c'était un critère matériel qui tenait compte de l'activité. Ici, c'est un critère organique qui tient compte de la forme juridique. Et troisième catégorie d'assujettis, ce sont les assujettis sur option. Ces sociétés-là, on leur permet d'opter, c'est-à-dire dans un système d'impôt sur le revenu ou bien d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Et c'est quelles sociétés? Ce sont les sociétés créées de fait, ce sont les sociétés en participation, ce sont les sociétés en commandite simple, ce sont les groupements d'intérêt économique, ce sont les sociétés en non collectif, ce sont les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique. Ça, c'est important de le préciser. Est une personne physique. Parce que lorsque l'associé unique, c'est une société-là, ne peut pas sur option, cette société sera d'office assujettie à l'IS. Il n'y a pas une possibilité d'option. Mais si lorsque l'associé unique est une personne physique, on à cette personne-là soit d'opter de payer l'impôt sur les revenus ou soit d'opter l'impôt sur les sociétés. Maintenant, pour résumer un peu cette partie, avant de continuer, peut-être on va parler de l'article 5 du CGI. L'article 5 consacre une liste exhaustive des entreprises ou des sociétés qui sont exemptées d'impôt sur les sociétés. Il y a les mutuelles de secours, il y a les sociétés pétrolières titulaires de permis de recherche, que dans toute la période de validité du permis, on leur paye l'impôt sur les sociétés, etc. Les mutuelles agricoles qui n'ont pas un but lucratif, etc. C'est de payer l'IS, donc elles ne payent pas. Ça, on comprend. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on disait, sachez que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt annuel payé sur les résultats réalisés par l'entreprise. Et tout bénéfice réalisé au Sénégal doit être imposé au Sénégal. Ça, c'est l'article 2 du Code général des impôts. Mais encore une fois, ce principe peut s'infléchir devant l'existence d'une convention fiscale. Maintenant, dans le champ d'application, pour comprendre les personnes imposables à l'IS, l'article 4 nous donne la liste des personnes imposables et qu'on peut éclater en 3 types de personnes. Il y a des personnes assujetties selon matériel. Il y a des personnes assujetties selon un critère organique, il y a des personnes assujetties sur option. Les personnes assujetties selon un critère matériel sont des personnes qui effectuent une activité, ce sont les sociétés civiles, autant pour moi, réalisent une activité agricole, artisanale, industrielle, commerciale, etc. Maintenant, il y a d'autres sociétés qui sont assujetties selon un critère organique, c'est-à-dire c'est la forme juridique. Ce sont les sociétés de capitaux comme les sociétés anonymes ou les sociétés à responsabilité limitée. Ces dernières, quelle que soit par ailleurs l'activité, la forme juridique fait que ces sociétés sont d'office assujetties à l'IS. Ça, il faut aussi le comprendre. Maintenant, il y a troisième catégorie d'assujettis, ce sont les assujettis sur option. Ces personnes-là, on va leur permettre d'opter, soit de payer l'impôt sur les sociétés de revenus. Ça, ce sont les sociétés en participation, les sociétés en non collectif, les groupements d'intérêt économique, les sociétés à responsabilité limitée et unique. Parce que l'assujettissement par option n'est pas possible, on est à l'IS. Maintenant, troisième chose à comprendre. L'article 5
nous facilite la tâche. L'article 5 nous dit, je vous donne une liste exhaustive des sociétés qui sont exemptées d'IS. C'est des sociétés qui ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Les secours, les secours, les sociétés de secours, les mutuelles agricoles qui n'ont pas. Si ces deux matières distinctes, elles restent néanmoins étroitement liées. Pour comprendre la fiscalité, il faut avoir de bonnes bases en comptabilité. Encore une fois, parce que pour calculer le résultat fiscal, on va se baser du résultat comptable. Pour déterminer le résultat fiscal, on va se baser sur le résultat comptable auquel on apporte un certain nombre de retraitements. Et les retraitements, c'est parce que pour calculer le résultat comptable, comment on fait? On fait produit moins charge. Un produit est un élément qui enrichit la société. Et une charge est un élément, entre guillemets, qui appauvrit la société. Maintenant, produit moins charge. Maintenant, la problématique qui existe dans ça, c'est assez simple. La loi fiscale vous dit, ce n'est pas vos produits-là que le comptable a enregistrés. Moi, il y a des observations que je vais émettre. Pour les charges, je pose des conditions. Ce n'est pas n'importe quelle charge que vous devez enlever dans les produits. Donc, ces produits moins charges qui donnent le résultat comptable. Le résultat fiscal va venir vous dire non, je vais prendre certes le résultat comptable, mais je vais apporter des retraitements. En l'occurrence, il y aura forcément un retraitement fiscal des charges et un retraitement fiscal des produits. Parce que pour être simple, le comptable qui est là, lui, il enregistre les opérations sur la base des pièces qu'il reçoit. On est bien d'accord? Qu'il reçoit. Maintenant, comme que le comptable, sur la base des pièces qu'il va recevoir, il enregistre les opérations, le fiscaliste, lui, il vient, il pose des principes fiscaux. Donc, les charges, c'est-à-dire les charges que le comptable a enregistrées, est-ce que c'est tout ce qu'on admet? Autrement dit, quand on prend les charges qui ne sont pas admises par la fiscalité, parce que le comptable, disons qu'il met tout en charge, le principe du comptable. Maintenant, la problématique qu'on va retrouver, c'est quoi? C'est que sur le ce n'est pas toutes les charges que le comptable enregistre qui est déductible, qu'on considère comme charge déductible. Donc, une charge que le comptable avait enlevée du résultat comptable, on va en principe le rajouter. C'est la notion de réintégration. C'est ce qu'on appelle la notion de réintégration. Le comptable, il l'avait enlevé du bénéfice comptable. Il rajoute dans le bénéfice comptable, dans le bénéfice fiscal. Et pour les il y a un retraitement fiscal à faire, mais il y a des cas particuliers qu'on voit. Mais le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a la notion de réintégration et la notion de déduction. Donc, le résultat fiscal, plus réintégration, moins déduction. On réintègre les charges non déductibles et on déduit en principe les produits exonérés, c'est-à-dire d'où un atelier important qu'on doit faire, c'est un atelier sur le retraitement fiscal des charges et un atelier sur le retraitement fiscal des produits. Maintenant, le retraitement fiscal des charges, d'abord, on va se baser. Donc, le retraitement fiscal, c'est la base de calcul de l'impôt sur le résultat. Maintenant, pour avoir le résultat fiscal, on va se baser sur le résultat comptable auquel on apporte des retraitements, c'est-à-dire des réintégrations extra-comptables et des déductions extra-comptables. On réintègre en principe les charges non déductibles et on déduit en principe les produits exonérés. D'accord? Maintenant, le premier atelier, c'est l'atelier sur le retraitement fiscal des charges. Maintenant, pour les charges, on nous pose ce qu'on appelle des principes de déductibilité. Pour qu'une charge, on le considère comme fiscalement déductible, on doit respecter un certain nombre de conditions. Pour qu'une charge soit déductible, il faut a priori respecter un certain nombre de conditions. Il y en a 5. Et on va les éclaircir. Il y a 5 conditions pour qu'une charge soit déductible.
La première condition, la charge doit être une charge qui est dans l'intérêt direct de l'entreprise ou normale. La charge qui est engagée doit être dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale. Un exemple assez simple pour ça, être basique. Je prends le cas de M. Khalifa Ababacar Dramé. M. Dramé, il a une société à responsabilité limitée, assujettie à l'IS. M. Dramé part en mission et il amène sa femme. Certes, il part en mission pour son les charges concourant au voyage de la femme ne sont pas rattachées à la gestion normale de la société. En charge en fin d'année, on va le... Pourquoi? Parce que cette charge-là n'est pas une charge qui est dans l'intérêt de l'entreprise ou se rattache à sa gestion normale. C'est un achat de marchandises de 2018, il le met en 2019. En 2018, l'entreprise avait fait un achat de marchandises de 5 millions ou de 2 millions. Il l'a oublié de comptabiliser en 2018. Hein? En 2018. En 2018. Il revient, il l'enlève dans les charges de 2019. Donc c'est une charge de 2018 qu'il a mis en 2018. Dans ce cas, cette charge-là ne peut pas être déductible en 2019 parce qu'on dit que la charge doit être l'exercice au cours duquel elle a été engagée. Pas le paiement, engagement, on a dit. Ça a été clair. Parce que l'engagement et le paiement, c'est différent. Même en comptabilité, il y a un postulat qu'on appelle le postulat de la comptabilité d'engagement qui nous dit que les opérations comptables doivent être enregistrées pas au moment du paiement, mais au moment de l'engagement. Au moment de l'engagement. Donc ça c'est important aussi à mettre. Parce que ça doit être une charge de l'exercice au cours du engagé. C'est bon. Troisième principe. La charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. Ça aussi, très souvent, les gens ont du mal à l'illustrer. Mais c'est assez simple. On ne peut pas prendre, par exemple, une immobilisation, le mettre en charge. Une immobilisation de l'entité destinée à utiliser de manière... On reprend aussi la définition donnée par le CISCOADA. Donc c'est un bien identifiable, contrôlable, susceptible de produire de la richesse pour l'entreprise. Hein. On est bien d'accord. Si on prend par exemple l'achat d'un logiciel, on ne peut pas acheter un logiciel et le mettre par exemple en charge. Le logiciel n'est pas une charge, hein? C'est une immobilisation par exemple. Ou bien pour être simple, vous allez acheter par exemple un véhicule. Vous achetez un véhicule, il y a des frais de transport, il y a des droits de douane. Si c'est importé. Et ces frais de transport et ces droits, vous prenez le prix d'achat du véhicule, vous le mettez en immobilisation, le comptable, le compte 245, et que tous les frais concourant à l'acquisition du véhicule, vous le mettez en charge. Non, parce que le coût d'acquisition, qui est le prix d'achat, plus l'ensemble des frais liés à l'acquisition et à la mise en place. Des frais qui devaient être incorporés dans le coût d'acquisition et vous le mettez en charge, ça aussi, il faudra procéder à la réintégration parce que cette charge-là ne se traduit pas, n'est pas en tant que... Bien d'accord. Une immobilisation n'est pas une immobilisation. On est bien d'accord. Donc, pour justifier. Généralement, on connaît les Africains, on part en France en mission, au lieu d'aller à notre... Ça cause problème en réalité, parce que demain, s'il y a un contrôle fiscal, l'administration vous dit que votre... Il y a 2 millions, vous avez justifié que 500 000, parce que... et les 2 millions qui restent, vous ne les avez pas... On va procéder à la réintégration de l'ensemble des charges qui n'ont pas été l'objet de justification. Ça doit être appuyé par des pièces justificatives suffisantes et probantes. Ça, c'est important. Troisième condition de déductibilité.
On vous dit que la charge doit concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés. Là-bas, il y a une correspondance entre charge et produit. On vous dit que pour que la charge soit déductible, nécessairement, il faut que participe à la formation d'un produit non exonéré. Donc, si la charge participe à la formation d'un produit exonéré, la charge ne doit pas faire l'objet d'une réindemnisation comptable. On est bien d'accord? Donc, il y a cet élément qui est extrêmement important. La charge doit concourir à la formation du non exonéré. Là-bas, encore une fois, il y a une correspondance entre les charges et les produits. Maintenant, il faut comprendre 5 possibilités. La charge doit être dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale. La charge doit être une charge de... Elle a été... La charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. La charge doit concourir à la formation d'un produit non exonéré. Suffisante et probable. Voilà les fixés par l'article 8 du Code général des impôts et qui provient de la directive de l'UEMOA concernant les impôts directs. Ça, il faut le comprendre. Donc, il y a des charges qui peuvent respecter toutes ces conditions de déductibilité, mais qui nécessitent un retraitement. Et ça, il faut qu'on insiste quand même sur ça. C'est pourquoi je dis que d'aujourd'hui, on va faire quand même ce chapitre en plusieurs lives pour que ça soit, parce que c'est très large. Réellement, deuxième élément, le traitement fiscal de certaines charges à la réintégration des dons. Mais la loi vous dit, lorsque vous faites un don à un organisme d'utilité générale, ce don peut être déductible jusqu'à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, autrement dit 0,5% du chiffre d'affaires. Et les associations d'utilité publique sont fixées par un membre. C'est Association des Nations Unies, c'est ASSAD, Association des lépreux, c'est Caritas, c'est la Croix-Rouge, etc. Ça sont des associations d'utilité générale. Lorsque vous faites ces dons, parce que pour les dons, il faut avoir deux positions. C'est à une association d'utilité générale, ce don-là, en principe, est déductible, mais jusqu'à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Mais ne sont pas déductibles. Mais lorsque le don est d'utilité générale, la déductibilité se fait jusqu'à hauteur de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Pour voir les dons, par exemple les dons qui sont effectués aux organismes d'utilité en fin d'année et vous le comparez 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Par exemple, si 5 pour 1000 du chiffre d'affaires fait 5 millions, disons, le plafond c'est 5 millions. Vous donnez à Caritas les 1 million qui ont dépassé le plafond doivent faire l'objet d'une réintégration. Maintenant, c'est ça l'esprit. C'est 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Mais un don qui a été octroyé à un organisme qui se fixé par l'arrêté ministériel doit dans sa totalité. Ça, c'est assez clair. Mais maintenant, pour les organismes d'utilité générale, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si c'est une association d'utilité générale, on cumule octroyé à ces organismes durant l'année du chiffre d'affaires. Mais toute la fraction qui dépasse le plafond, c'est-à-dire 5 pour 1000 du chiffre d'affaires, doit... D'accord? Maintenant, c'est à l'occasion des catastrophes naturelles. Ça, c'est dont sont déductibles. Par exemple, aujourd'hui même, l'administration fiscale, à travers un courrier du 22 avril, a sorti quand même un circulaire pour dire que maintenant, les dons en numéraire, malheureusement, qui ont été donnés pour le Covid-19, ces dons-là sont déductibles de l'impôt sur les sociétés.
bref, on ne comprend pas pourquoi on dit qu'un don en nature ne peut pas faire l'objet d'une réintégration. Et je pense que même pour problème de sécurité financière entre guillemets, je pense qu'il devait même, peut-être c'est un problème de quantification aussi des prix, tout ça aussi ce sont des motifs peut-être qui peuvent évoquer, mais ici il ne parle que des dons en numéraire. En nature aussi, bref, on ne peut pas le comprendre. La loi vous dit, le loyer à usage d'habitation, la déductibilité est limitée. Une pièce 100 000 par mois, 2 pièces 200 000 par mois, 3 pièces 300 000 par mois et 4 pièces 400 000 par mois. Et c'est plafonné à 4 pièces. 3 pièces où on paye 500 000 par mois, en fin d'année, vous savez ce qu'on fait? On lui a fait combien? 500 000. 500 000 par mois fois 12, c'est 6 millions. Alors que lui, il a 3 pièces principales. 300 000 par mois. 300 000 par mois, c'est 3 600 000. On dit 300 000 par mois fois 12 mois, ça fait 3 600 000. Et 6 millions. Donc, il faudra faire la différence. 6 millions moins 3 600 000, c'est-à-dire 2 400 000. Et toute la fraction qui dépasse le plafond doit faire l'objet aussi d'une réintégration. D'accord? Maintenant, ça suppose, beaucoup de gens ne le disent pas, mais je pense que c'est évident aussi, c'est pourquoi on ne le précise pas. Cela suppose que ces loyers sont déjà taxés comme avantage en nature dans le bulletin de salaire de M. Dramé. On a parlé la dernière fois sur la fiscalité des salaires, on a parlé d'une notion qu'on appelle les avantages en nature. On avait dit que les avantages en nature sont des commodités qui ne sont pas en argent. Que M. Dramé, on a déjà taxé ces avantages-là sur son bulletin de salaire. Ça aussi, c'est quelque chose à comprendre. Maintenant, pour le loyer commercial ou professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, ce loyer-là ne nécessite pas de retraitement fiscal, sauf s'il est exagéré. C'est-à-dire, on a quand même extrapolé sur le loyer. Maintenant, pour usage d'habitation, il faut la déductibilité est limitée. Est limitée à 100 000 par mois pour une pièce, 200 000 par mois pour 2 pièces, 300 000 par mois pour 3 pièces, 400 000 par mois pour 4 pièces. On est bien d'accord. Si on a 4 pièces principales, donc 100 000 multiplié par 12, ça fait 4 800 000. Si on fait 300 000 fois 12, ça fait 3 600 000 et on le compare avec le loyer qui a été effectivement décaissé par l'entité. Et toute la fraction qui dépasse ces plafonds-là doit faire l'objet d'une réintégration sur le plan comptable. On va parler aussi du retraitement fiscal des impôts et taxes. Ça, c'est simple. Il y a des impôts et taxes déductibles, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de retraitement fiscal, mais il y a des impôts et taxes qui ne sont pas déductibles, qui doivent faire l'objet d'une réintégration. Pour les impôts et taxes non déductibles, 64 pour les comptables, 64, c'est enregistré, le comptable il enregistre tout dans le compte 64. Mais dans le compte 64, tous les impôts et taxes non déductibles, on doit les réintégrer sur le résultat comptable, c'est-à-dire les rajouter encore une fois. On peut citer par exemple la taxe spéciale sur les véhicules. On est bien d'accord. Il y a pour les personnes morales, la taxe spéciale sur les véhicules. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Lui-même n'est pas déductible. L'impôt sur le revenu n'est pas déductible. Les amendes et pénalités de toute nature, sauf, il faut le dire, les amendes et pénalités commerciales ou transactions déductibles. Hein? Les amendes et pénalités, transactionnelles ou commerciales, c'est pas déductible, d'accord? Mais pour la connexion, je m'excuse, il paraît que c'est là pour qu'il y a un problème de connexion partout en ce moment, je sais pas. Pour la connexion, je suis désolé, hein, désolé pour la connexion, mais je pense que c'est un problème technique partout, hein, j'ai demandé avant de démarrer. Maintenant, pour les amendes et pénalités
on les réintègre. Ce sont les, sauf les répondre aux différentes questions. Si vous pouvez me relancer peut-être les questions, ce serait bon. Je vais quand même essayer de résumer ce que je dis depuis tout à l'heure parce qu'on avoisine la moins 10 et à 17h ou 17h05 on voudrait arrêter. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les relancer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, j'ai parlé des impôts sur des sociétés, je vous ai dit que c'est un impôt annuel assis sur le résultat, payé par toutes les entreprises qui réalisent un bénéfice au Sénégal, mais j'ai dit que ce principe peut s'infléchir devant l'existence d'une convention fiscale. Maintenant, on a parlé du champ d'application, l'article 4 du CGI, qui fait une dichotomie des personnes imposables. Il y a les assujettis selon un critère organique, il y a les assujettis selon un critère matériel, et troisièmement, il y a les assujettis sur option. On est bien d'accord? Maintenant, troisième et quatrième élément qu'il faudra comprendre, quatrième élément, il y a des sociétés qui sont exemptées d'impôts sur les sociétés. Et ce sont des sociétés qui, par exemple, réalisent une activité non lucrative, les coopératives agricoles, les mutuelles de secours, etc. Ça, c'est l'article 5 du CGI qui nous donne la liste des sociétés qui sont exemptées d'IS. Maintenant, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle on a dit que l'IS, la détermination du fiscal, résultat comptable. On a dit que le résultat fiscal, c'est le résultat comptable auquel on apporte un retraitement fiscal des produits. D'accord? Le retraitement fiscal des charges, il y a d'abord ce qu'on appelle, pour les charges, il y a des principes de déductibilité, ce qu'on appelle des conditions générales de déductibilité d'une charge. Et pour les conditions générales de déductibilité d'une charge, on a dit que la charge doit, on a posé les 5 conditions. La charge doit être dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale. La charge doit être une charge de l'exercice au cours duquel elle a été engagée. La charge doit se traduire par une baisse de l'actif net. La charge doit concourir à la formation d'un produit non exonéré d'impôt sur les sociétés. Et la charge doit être appuyée par de pièces probantes. Voilà les 5 conditions. Mais on était tout à l'heure en train de dérouler certaines charges qui nécessitent un retraitement spécifique. On a parlé des impôts et taxes et des loyers. Pour le loyer, je dis que pour le loyer commercial, a priori, c'est déductible. Si c'est déductible quand même, on ne doit pas le retraiter fiscalement. Une charge déductible, c'est-à-dire ça respecte toutes les conditions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retraitement. On ne retraite que les charges où vraiment il y a une différence entre la fiscalité et la comptabilité. C'est-à-dire que la fiscalité dit ça et la comptabilité retient l'autre chose. Parce qu'en comptable, a priori, le comptable, lui, il enregistre tout. Mais sur le plan fiscal, on pose des conditions de déductibilité et ces conditions, a priori, il faudra les respecter. Maintenant, on retraite le loyer. Si ce n'est pas exagéré, a priori, il y a de retraitement fiscal à faire. Deuxième élément qu'il faut comprendre aussi, il y a aussi ce qu'on appelle un retraitement fiscal aussi des impôts et taxes. Il y a des impôts et taxes déductibles, il y a des impôts et taxes qui ne sont pas déductibles. Et on les a cités, par exemple, on doit faire déductible. Mais pour la selle c'est un impôt, mais c'est un impôt déductible, donc il ne nécessite pas de retraitement fiscal. Ça aussi, il faut le comprendre. Maintenant, si vous pouvez me relancer peut-être sur les questions, il y a des questions que je n'ai pas eu à noter. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une immobilisation. Une immobilisation, c'est un bien qui est à la disposition de l'entité et destiné c'est-à-dire à plus d'un an. La définition simple. Malgré que le SISCOADA donne aujourd'hui une nouvelle définition que l'actif doit, c'est pas une immobilisation, l'actif en général doit être un bien identifiable, contrôlable, susceptible de produire une richesse et qui est évalué de manière fiable. Donc il y a 4 éléments qu'on doit poser pour dire que est-ce que cet élément-là est un actif ou pas. D'accord?
Voilà, en fait, maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, il y a beaucoup d'aspects. Voilà, ma question est de savoir si un comptable qui tient les déclarations fiscales jusqu'à l'évaluation financière doit maîtriser la fiscalité. Moi, en tant que j'ai subi un contrôle fiscal, de suivant sans assistance fiscale. Oui, merci. Mais je vais répondre à cette question. Hein. Je serai très à l'aise pour y répondre. Vous savez, même si vous avez un problème de technique et d'expérience, d'échange d'expérience, généralement, si vous travaillez dans une entreprise, cherchez quand même un autre œil. Même si, par exemple, vous maîtrisez ce que vous faites, des fois, cherchez un conseiller fiscal ou un expert comptable ou quelqu'un quand même d'un niveau supérieur, ce qu'on appelle un avis pour vous dire que ramenez toutes vos déclarations, etc. Encore un contrôle sur place, maintenant on vous donne un avis de vérification de comptabilité et ils vont passer pour faire la revue de votre comptabilité pendant, vous le savez, la durée c'est 6 mois. On est bien d'accord. Et là, des fois, il y a une catastrophe là-bas. Ce sont des milliards qui vont sortir. Mais généralement, ce que je vous conseille, même si vous faites vos déclarations vous-même, cherchez un œil extérieur qui peut vous valider ou vous faire la supervision. Ce serait une très bonne chose pour vous. Et a priori aussi, ça peut aussi vous garantir demain, parce que généralement, on sait que les contrôles fiscaux au Sénégal, parfois, c'est très sévère. C'est extrêmement sévère. Ça, il faut le savoir. Hein? Maintenant, un comptable doit maîtriser la fiscalité. Tu ne peux pas faire de la fiscalité sans comptabilité. Je l'ai dit, et ça c'est ma conviction. C'est ma conviction. Tu ne peux pas faire de fiscalité sans comptabilité. Tu ne peux pas faire de comptabilité sans fiscalité. Même si ces deux matières distinctes, elles sont liées. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, tout fiscaliste doit maîtriser la comptabilité, tout comptable doit maîtriser la fiscalité. On est bien d'accord? Oui, monsieur Dram, l'article 8. En fait, l'article 8 du CGI nous pose des conditions. Pareil, il y a une partie sur les produits, mais ici, c'est la partie charge qui m'intéresse. J'ai sélectionné l'alinéa qui concerne la partie charge. La partie charge, on vous dit, monsieur Dram, pour qu'une charge soit déductible, il faut a priori respecter un certain nombre de conditions. Les 5, on les a énumérées tout à l'heure, les 5 conditions de déductibilité d'une charge. Je donnais l'exemple tout à l'heure, tu pars en voyage avec Mme Dramé. Vous partez en voyage, je sais. Toi, tu pars faire des affaires, Mme Dramé, elle part faire peut-être un commerce ou elle part en vacances, mais toutes les charges sont prises par la société. A priori, on sait que toutes les charges concourant au voyage de Mme Dramé ne sont pas rattachées à la gestion normale de la société, doivent faire l'objet d'une réintégration extra-comptable. C'est ça l'esprit en fait. C'est ça réellement l'esprit que l'article 8 peut poser. Mais l'article 8 aussi a posé des principes pour le retraitement fiscal des produits, mais comme ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, on va les reporter sur les autres lives. D'accord? C'est ça. Je pense que il y avait aussi des questions concernant oui. Je pense que c'est ça. Excusez-moi si je n'ai pas répondu à certaines questions. Mais c'est ça la fiscalité en réalité. Il y a des impôts quand même que l'on doit maîtriser. L'IS, la TVA, la CEL, l'impôt sur les salaires. Ça sont des minimums en fait à maîtriser. Minimum à maîtriser. Minimum. Non. Merci. Alhamdulillah, contrôle fiscal, c'était en 2016. J'ai eu beaucoup d'expérience. En général, c'est ça, Fayed. On a beaucoup d'expérience après les contrôles fiscaux. Parce que, même parfois aussi, il faut le savoir, il faut se défendre aussi. Parce que les inspecteurs des impôts aussi, ils n'ont pas une connaissance diffuse. Parfois, ils peuvent être dans l'erreur, etc. Ça, il faut le comprendre. Parfois, il faut bien se défendre et poser des argumentaires techniques et juridiques. Et aujourd'hui, je me limite à ça, chers internautes de Marketing TV. Je
remercie encore Marketing TV pour l'excellent travail que vous êtes en train de mener sur les lives et tous les collègues qui m'ont succédé ici. Une pensée à M. Ibrahim Ndiaye, une pensée à M. Sano, une pensée à M. Babali, M. Dramis. Je cesserai de vous remercier pour le travail énorme que vous faites, surtout dans ce contexte de ce pays, et nous prions pour que cette maladie-là, cette pandémie quitte notre pays. D'accord? Maintenant, je vous remercie tous et à la prochaine. Inch'Allah. Merci.